Monsieur Léon Abramovitch, vous êtes l'invité de ce journal, vous êtes journaliste, écrivain. Ce soir, à Rennes, à la Maison des Métiers, vous évoquerez le soulèvement du ghetto de Varsovie, dont on célèbre cette semaine le 40e anniversaire. On projettera ce soir à la Maison des Métiers le film de Frédéric Rossif, Le temps du ghetto. Vous avez vécu le ghetto de Varsovie 40 ans après, en 1983. Aujourd'hui, quelle est la signification de cet anniversaire pour vous? Bien, il s'agit moins d'une commémoration qu'une leçon pour le présent et pour l'avenir. En effet, le soulèvement du ghetto de Varsovie, qui était un acte désespéré, était bien signé par ceux qui l'ont conduit en tant qu'acte de dignité humaine, mourir debout, ne pas s'agenouiller devant le meurtrier. Et je crois que c'est la leçon essentielle que nous devons retenir devant ce qui s'était passé à cet endroit extraordinaire, parce qu'on n'imagine pas comment on peut exclure d'une ville tout un quartier, l'entourer de murailles, et entasser là-dedans une population 4 fois ou 5 fois plus nombreuse que ce qu'elle était avant la fermeture de ces ghettos, avec des enfants, avec des hommes, des vieillards, des malades, dans des conditions de promiscuité telles que toute maladie devenait immédiatement une épidémie et que les moyens médicaux également faisaient défaut. Précisément, pour vous, le ghetto, c'est un souvenir d'enfant? Oui, j'étais enfant, j'avais 12 ans lorsque le ghetto a été fermé, et si je devais le définir en 3 mots, je dirais que c'était les lieux où dominait la faim, le froid et la peur, je dirais même la terreur. Et puis, ce qu'était la faim dans le ghetto, on ne peut l'imaginer. Les médecins ou les statisticiens disent on nous donnait 800 calories par jour, c'est-à-dire un tiers de ce qu'il faut à un être normal pour survivre. Mais on n'arrivait même pas à toucher tout cela parce que le ravitaillement global qui entrait dans les ghettos ne correspondait même pas au total des cartes d'alimentation qui étaient distribuées dans la population. Ce qui fait que les gens mouraient littéralement dans la rue. Et un des souvenirs les plus horribles que j'ai sous les yeux et dont je n'arrive pas à me défaire, c'est un gosse qui était plus petit que moi, qui était là, assis sur le pavé, et qui s'est couché lentement. Il est mort comme ça, sur le trottoir devant mes yeux. Et je n'avais pas compris ça tout de suite, mais j'ai vu un adulte qui passait avec un journal sous le bras, qui s'est mis à murmurer dans la rue les kaddish, la prière de mort, et qui, de son journal, a couvert la tête de cet enfant. C'était la première mort que je voyais, et j'en ai vu d'autres ensuite. Pourquoi vous donnez-vous aujourd'hui cette fonction de témoin? Vous avez peur que notre mémoire nous fasse défaut? Il ne s'agit pas tellement du manque de mémoire. Je crois que les Juifs ne sont dans cette affaire que l'exemple. Il s'agit de se prémunir de ce qui se passait pour que cela ne se reproduise pas. Je pense que la conscience collective, et surtout la conscience des démocraties occidentales, conçoit ce qui s'est passé, et les ghettos de Varsovie et Auschwitz. Mais c'est indicible, on ne peut ni le raconter, et encore moins vraiment le comprendre profondément. Alors que nous vivons aujourd'hui dans un monde dont la mémoire voudrait peut-être très légitimement s'affranchir de tout cela, il y a des gens moins désintéressés, les néo-nazis notamment, qui utilisent des faux hérissons et autres falsificateurs de l'histoire pour effacer la mémoire et pour refaire les coups qu'ils avaient faits dans les années 30. Or, tant que la mémoire demeure, je crois que aussi bien ce pays que le monde entier peuvent se prémunir d'un régime totalitaire aussi horrible qu'a été le nazisme. Je vous remercie, monsieur. Je rappelle que vous êtes ce soir à la Maison des Métiers à 8h30.